Printemps 1943. 3 ans déjà que les Allemands occupent la France. Dans une rivière au nord de Paris, des adolescents se baignent comme si de rien n'était et filment. Parmi eux, Guy Trinquet, 17 ans à l'époque. On avait envie de faire quelque chose, on avait envie d'être actif, d'essayer de participer quand même à notre future libération, puis c'est tout. Personne ne s'en doute, pas même son amoureuse. Guy Trinquet est membre d'un réseau de résistance contre l'occupant. Le seul sentiment qu'on sentait, c'est qu'ils foutent le camp au plus vite et qu'on fasse tout pour cela, c'est tout. Ça se résumait à ça. Oublier la première correction des Allemands. Les sourires qui désarment. La politesse. Avec la mainmise des SS sur la France en 1942, avec l'invasion de la zone libre et les persécutions, un fossé se creuse avec les occupants. Je savais que je devais faire attention. Je prenais beaucoup le métro et je ne me mettais pas là où on pouvait ouvrir la porte rapidement. Quelqu'un ouvre la porte et on te pousse dehors. Avec les films et photos privées que nous avons découverts chez des particuliers et des collectionneurs, nous poursuivons notre récit des années d'occupation. Sous le regard croisé des Français et des Allemands. Schützenhaus ist Blasmusik mit Tanz. Da tanzt die Lieselotte mit ihrem Franz. Da wird der kleine Paris, un spectacle pour les soldats allemands. Depuis l'attaque de l'Allemagne contre l'Union soviétique à l'été 1941, la France est devenue une base arrière pour les soldats de la Wehrmacht. Une zone de calme, où on envoie les soldats se reposer. Quand on est rentré de Russie, on nous a envoyés à Saint-Brieuc. On voulait nous restructurer avant de repartir. Et les nouveaux soldats disaient « Quand est-ce qu'on part ?» Moi, je leur disais « Sois plutôt heureux qu'on soit ici. J'aurais bien terminé la guerre ici. » Ils continuent de filmer la France comme s'ils étaient en vacances. Sans s'apercevoir qu'avec l'occupation qui s'éternise, le regard des Français change. Il y en avait trop d'abord, il y en avait trop, on les voyait partout, partout, partout. Il y avait des Allemands partout. Tous ces soldats en bottes qui défilaient sans arrêt. Un jour, j'ai coupé un convoi et je me suis retrouvée sur le trottoir. Vous voyez, il m'a été... Ça les gênait de voir que on n'était pas gentils. S'ils nous saluaient, on ne répondait pas. C'est comme si on ne les voyait pas.
Vous êtes là, bon ben restez-y, faites ce que vous voulez, mais nous on ne vous voit pas, nous on fait notre petit machin, on va, on vient, et puis voilà, vous n'êtes pas là. Dès qu'il rentrait quelque part, c'était le salut nazi. Il rentrait dans le magasin et il me demandait des feutres. Alors, mais d'un air, comment ils appelaient ça? Stump, je crois. Stump, mais méchamment, ils n'étaient pas gentils, ils auraient pu avoir un peu plus de douceur pour acheter ce qu'ils voulaient. Enfin, ils ne nous aimaient pas de toute façon, hein. Ils ne nous aimaient pas. Ils aimaient Paris, oui. Les Français ont des comportements pleins de délicatesse. Quand on était dans le métro et que l'un d'entre eux passait devant nous, il disait pardon et passait poliment par la porte. Chez nous, ce n'était pas dans les usages. Moi, personnellement, en France, j'ai parfois pensé qu'on se comportait comme des ploucs. Wie ein Klotz in Frankreich, ja. Die schöne, die wilde, führt immer was im Schilde, wenn's um die Liebe geht. Die schöne, die wilde. Leur niveau de vie, notamment, passe mal. Les vainqueurs bénéficient d'un taux de change favorable au Reichsmark. Partout, ils se servent en priorité. En fait, il y avait encore beaucoup à manger en Bretagne, dans des restos locaux où on buvait un bon coup. Une fois, on a chanté l'Internationale. Mais à la place, on disait « Peuple, mangez plus de bananes et vous resterez en bonne santé ». Völker esst mehr Bananen und ihr bleibet gesund. Des plaisanteries qui ne font plus rire. Comme le montre un film tourné en cachette par la famille Le Bihan, en Normandie, de plus en plus de Français ne mangent pas à leur faim. Le pillage par l'Allemagne est désormais perçu par tous. Il n'y avait rien dans les magasins, ou presque, ils recevaient très peu. Il n'y avait rien nulle part. Très peu de choses, ils recevaient très peu. On ne trouvait rien nulle part, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de vêtements, on n'avait pas de chaussures, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de volaille, il n'y avait rien, on crevait de faim. Il rentrait un demi-porc dans la charcuterie pour la semaine. C'était les Allemands qui prenaient tout. Ils laissaient très peu de choses. Il fallait nourrir les Allemands en priorité. Un jour, je descendais de mon travail et comme j'avais toujours très faim, j'ai vu 2 Allemands devant moi sur le trottoir qui mangeaient une galette de soldats. Et je les ai suivis. J'ai dit, ils mangent, c'était quelque chose. C'était une obsession, hein, le manger. Et il y a un des 2 soldats qui a acheté la galette par terre. Et qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Eh bien, je l'ai ramassée. Et j'ai eu honte. Si vous saviez comme j'ai eu honte de faire ça, j'y pense encore. Parce que je me suis dit, si on me voit faire ça, c'était... Vous voyez? Alors j'ai enlevé la partie des dents et j'ai mangé ma galette. Il faut quand même avoir faim pour faire ça. Avec leurs caméras, des Allemands se délectent de ces situations de dépendance. Comme ici, le capitaine Gerke, du 23e régiment d'infanterie. En France, plusieurs dizaines de milliers de femmes entretiennent des liaisons avec l'occupant. Pour beaucoup, un moyen de survie. Elles étaient dans la détresse. Et les hommes, il n'y en avait pas beaucoup, c'était des vieux. Bah. Les jeunes, ils étaient partis à la guerre, il y en avait beaucoup de prisonniers, énormément. Dans notre famille, je ne sais pas combien on en avait, 7 ou 8 de prisonniers.
Tous nos hommes étaient prisonniers, il n'y a pas de problème. La terrasse de l'hôtel Meurice, siège du commandement allemand de Paris. C'est là que travaille Heinz Lorenz, à gauche. Cet officier chargé d'organiser les loisirs des soldats vit des années heureuses. Son niveau de vie est enviable. Il se fait filmer avec ses maîtresses françaises. Facile, en effet, pour ce père de famille berlinois, de jouer les protecteurs en période de trouble. Des femmes qui avaient des enfants à nourrir et qui n'avaient plus de mari, le mari était prisonnier, il n'y avait pas de boulot. Il fallait qu'il ait des sous. Une passe. Ben oui, ben oui. Une passe. Ou de petites attentions. De l'aide. Un soutien dans les moments difficiles. On ne se prostitue pas forcément. Mais on profite des maîtres du jour. Moi, je suis une petite fleur qui a connu bien des malheurs. Mais je sais maintenant comment me débrouiller. Sont si bêtes, ils tournent comme des girouettes, et moi je sais bien comment les attraper. Pour la plupart des Français, ces liaisons sont inacceptables. C'est ce que pense cette jeune fille, Geneviève Christophe, filmée en 1943 alors qu'elle joue dans une pièce de théâtre amateur. J'en pensais que c'était des putains. Je peux pas dire autrement. Et puis quand même, en plus, se rapprocher de l'ennemi comme ça, il faut ne pas aimer son pays. C'était des traîtres. Elle profitait tout de même d'un bon ravitaillement, on n'avait rien à se mettre, mais ces dames portaient des habits neufs, etc. J'ai connu une personne qui habitait rue Gambetta, qui donne le long de la voie du chemin de fer. Elle a vu des personnes revenir avec les paquets portés par l'ordonnance allemande. Des gens qui se sont mis avec les Allemands parce qu'il manquait de tout. Est-ce qu'on peut vraiment leur jeter la pierre? Quand on est dans le contexte, je répète, une fois que le gars il est à poil dans son lit, c'est un homme, point. Pas marqué sur sa caquette qu'il est cheleux, il n'a pas une croix gammée. Au même moment, un camp de prisonniers français en Autriche, l'Oflag 17A. Ces images sont uniques. Elles ont été prises à l'insu des gardiens allemands, à l'aide d'une caméra cachée envoyée par colis clandestin. On y voit les vaincus de 1940 qui perdent leur temps et dépriment, et tournent en rond, entre processions religieuses et divertissements pour prisonniers. Sur ce film amateur, surtout, une séquence incroyable. Des préparatifs d'évasion se déroulent sous nos yeux.
Pour en finir avec l'humiliation, une centaine d'officiers creusent un tunnel sous les barbelés. Parmi eux, Jean Kuhn Grandidier. On perdait de belles années de jeunesse, là. Pourquoi? Parce que les hommes politiques de la Troisième République nous avaient laissé tomber et n'avaient pas été capables de mener la France au succès. Puis il y avait quand même l'appel du général, quoi, qui était une incitation à suivre son exemple. Vous savez, on ne s'est pas évadé pour aller se promener, hein. Je tiens à insister sur ce point-là. On a tous pris l'engagement de prendre les armes contre l'ennemi, c'est-à-dire pas d'aller se balader, d'aller à Vienne et de mener la grande vie. C'était justement de reprendre le combat contre l'Allemand. Ils ne sont qu'une petite minorité, mais partout, des Français refusent la défaite. Le 11 novembre 1943 a lieu l'un des tournants de l'histoire de l'occupation allemande. À Oyonnax, dans l'Ain, quelques dizaines de maquisards arrivent par surprise à la barbe des Allemands et défilent jusqu'au monument aux morts pour rendre hommage à leurs aînés de la Grande Guerre. Un habitant, Raymond Rouleau, accompagné de son fils Pierre, filme depuis sa fenêtre ce symbole d'une renaissance. Ce qui a fait le plus d'impression, c'est l'ordre, la discipline et la perfection de l'organisation de cette journée. On sentait l'amorce d'une petite armée. Ils étaient commandés par des militaires qui semblaient être respectés, et tout ça marchait tellement bien qu'on a eu tout d'un coup l'idée que le maquis n'était pas une vague troupe de gens qui vivaient dans les bois, mais qu'il y avait une organisation secrète qui existait bel et bien et sur laquelle on pouvait compter. C'était par réaction à la propagande qui ne manquait pas une occasion de discréditer toutes les actions des résistants, qui étaient présentés comme des terroristes qui aimaient uniquement voler de l'argent, faire les malins, etc. Pour les Allemands, la France, en signant l'armistice, a renoncé à toute action militaire. Ceux qui reprennent le combat, comme ici sur ce film amateur tourné en Bretagne, ne respectent pas les lois de la guerre. Ce ne sont pas des Français, ce sont des terroristes. Les partisans n'étaient pas en uniforme, en Russie et en Yougoslavie non plus. C'est leur avantage, ils pouvaient se dissimuler et surgir de nulle part à tout moment. Le mot maquis, ça vient de broussailles, n'est-ce pas? Nous n'avions pas peur des Américains, mais des résistants, oui. Je n'accepte pas l'idée d'être partisan. Ils mènent une guerre qui n'est reconnue par aucun pays. Pour moi, et selon la Convention de Genève, ce ne sont pas des soldats. Ce ne sont donc pas les lois de la guerre qui leur sont appliquées. Quand on tire, on tire. Autrement dit, ils seront anéantis. Certains Allemands, pourtant, transgressent l'interdit. Comme Hans Eisel,
qui a maintenant 23 ans et se trouve toujours à l'état-major de la marine. À la faveur de rencontres, notamment avec un opposant politique allemand, il prend conscience de la folie criminelle du nazisme. C'était un social-démocrate, mais de gauche, et dont les frères avaient été arrêtés par la Gestapo à Wuppertal. Et il m'a raconté ce que les nazis avaient fait dans sa ville. Ils avaient torturé l'un de ses frères, et un autre avait été envoyé en camp de concentration. C'était très nouveau pour moi. Je n'avais alors aucune idée de tout ça. Et dans mon processus de prise de conscience, ça m'a conduit à penser, pourquoi est-ce que je suis ici? Quel rôle je joue objectivement dans cette guerre? Après plusieurs mois de réflexion, Hans Eisel rejoint clandestinement le Parti communiste français, tout en restant à son poste. Et il accepte de fournir des armes qui serviront à combattre ses compatriotes et à en tuer certains. Moi, j'étais complètement opposé à prendre un pistolet et descendre un Allemand. J'étais complètement opposé à ça. Et ça, ce sont les communistes qui ont fait ça. C'est pas du tout la résistance de mon côté, si j'ose dire. Ça servait à rien, c'est très lâche. Dès qu'un Allemand était abattu, on prenait des otages, on les fusillait. Ça servait à rien du tout. La vraie résistance, c'est faire tout ce que l'on peut de notre côté, chacun à sa mesure, et ça a été jusqu'au maquis. Alors là, c'était la résistance armée. À ce moment-là, on se battait, c'était une vraie guerre, c'était normal. Je pensais qu'il fallait libérer le peuple allemand de ses criminels. C'était ça la raison. J'avais une telle position que si je n'avais rien fait, tout en sachant que c'était des grands criminels, je n'aurais pas pu me regarder dans la glace. Ils ne représentent pas ma patrie. Au contraire, ce sont des criminels qui ont souillé le nom de l'Allemagne dans le monde. Comment réagir face à l'Allemagne nazie? Comme le montrent ces films de 1943, deux minorités s'engagent, l'une en résistant, l'autre en collaborant. Imiter l'Allemagne pour relever la France. Derrière le chef de la milice, Joseph Darnan, héros de 14-18 et futur Waffen-SS, des individus s'égarent. Comme celui qui filme cette cérémonie en Savoie, André Gimel, un fou de cinéma amateur. Il écrit dans son journal intime: les figures de miliciens sont sévères et dures. Les martyrs du national-socialisme font sa force et sa grandeur. Leur doctrine vaincra leurs ennemis redoutables. Les juifs, les communistes, les rois du marché noir. Entre ces deux minorités, la plupart des Français, écartelés, empêtrés dans leurs contradictions. Un exemple, toujours en Savoie.
la famille Ferret filme le maréchal Pétain, l'homme qui a fait le choix de la collaboration, celui qui met sa police au service de la persécution des Juifs et de la répression contre les résistants. Pour de nombreux Français, notamment la jeune Gabrielle Ferret, 15 ans à l'époque, Pétain, le héros de la Première Guerre mondiale, est le seul à pouvoir résister aux Allemands. C'était un peu Jeanne d'Arc aussi, si vous voulez. Enfin, dans mon imagerie de petite fille, je pouvais l'assimiler à Jeanne d'Arc, à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la France. Probablement qu'elle allait nous sauver, mais je ne savais pas trop comment. Les Allemands, c'était nos ennemis. On ne se trompait pas, vous savez. C'était les ennemis héréditaires. C'est ceux qui avaient tué mon oncle, c'est ceux qui avaient blessé les autres. Oui, c'était nos ennemis. C'était pas les Allemands qui allaient nous apprendre tous. Non, non, c'était pas les Allemands, c'était le sursaut national, puisque c'est comme ça qu'on disait, je crois, à l'époque. Indifférents ou abusés par l'image rassurante du maréchal Pétain, les Français ne réalisent pas l'ampleur des persécutions nazies. À Pithiviers, dans le Loiret, cette famille, les Imbeau, filme la vie de tous les jours sans trop s'inquiéter du sort des Juifs qui sont emprisonnés dans un camp à la sortie de la ville. Ils ont eux-mêmes filmé les lieux en 1940, alors que c'est encore un terrain militaire de l'armée française. Ici, à cet emplacement, vont être emprisonnés des milliers de Juifs, notamment les femmes et les enfants arrêtés lors de la rafle du Veldiv, avant d'être déportés vers Auschwitz. On ne savait même pas ce qui se passait au camp des Juifs, au camp où il y avait les Juifs. On était dans le centre. Alors, est-ce qu'on avait une vie protégée? Je ne sais pas. Mais dans notre quartier, on ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Les Juifs arrivaient à la gare de Pithiviers et étaient emmenés directement en convoi au camp. Ils étaient pas maltraités, on les emmenait en cortège, en rang, si vous aimiez, au camp, mais on en bornait là. Et puis au début, on les amenait escortés par des gendarmes français, on les amenait faire des commissions en ville. Bon. Pour la population, voir des gens accompagnés en ville par la gendarmerie française, ça ne pouvait que tranquilliser. Donc, beaucoup de gens ne se sont pas posés de questions. Une fois, j'ai posé la question à ma mère, mais qu'est-ce que vous saviez du camp? Je crois qu'elle a été la première embarrassée parce qu'elle n'a pas vraiment su me répondre. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est que de temps en temps, quand ils venaient faire leur commission, il y en avait qui jetaient des boulettes ou qui déposaient des papiers avec des adresses, et mes parents ont fait suivre les mots. Bon, c'est tout, mais je crois qu'ils ont été bernés, trompés par la présence des gendarmes français. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Je me suis sentie très, très coupable. Très, très coupable. D'être passée à côté, d'avoir vécu une vie, je dirais, somme toute, relativement tranquille par rapport à... Et puis cette espèce d'énorme injustice, enfin, c'est énorme. C'est horrible, parce que quand j'ai appris petit à petit ce qui s'était passé, les arrestations de Juifs, c'est toutes choses que je ne savais pas. Qu'on ait pu mettre en route une pareille... machine à détruire, d'homme à homme. J'ai quand même une certaine idée de l'humanité, mais alors là, je me suis dit... Comment juger l'attitude des Français, 70 ans plus tard? Collabo.
Résistants? Que nous révèlent ces sourires énigmatiques? À La Rochelle, nous rencontrons Robert Brochot, un photographe. Son magasin est réquisitionné par les Allemands pour développer les photos des soldats. C'est un bon exemple. Bon, ben on a collaboré, faut prendre les choses comme elles sont. On a collaboré, tout le monde collaborait, le boulanger collaborait, le pâtissier collaborait. Nous, on les acceptait, mais en tant que client, hein, je ne parle pas en tant qu'armée allemande, hein. En tant que client, on les considérait comme des clients, hein, point. Et on discutait, après, quand on connaissait un peu mieux l'allemand, on discutait, on demandait d'où ils venaient, d'où ils étaient. Hein. L'un de ses clients s'appelle Friedrich. On avait le même âge exactement, on avait 20 ans, hein, 21 ans. Et il était de Francfort sur le Main, et il venait à la maison. Ici, Londres. On fermait la porte sur la route principale et derrière, et tous les soirs à 8 heures, pendant 3 mois qu'il a été là, on écoutait Londres, les Français parlent tout français. Et il a écouté cette chose-là pendant plus de 3 mois. Lui, il avait son idée à lui, mais pas l'idée d'Hitler, hein. D'être un simple citoyen allemand, comme ils sont maintenant. Dans le secret de son laboratoire, Robert Brochot décide de faire des doubles de toutes les photos que lui donnent à développer les Allemands. 700 clichés pour témoigner plus tard. Avec les atrocités. Les secrets militaires. Une prise de risque énorme, passible du peloton d'exécution. Et si c'était ça, surtout, les Français sous l'occupation? On s'accommode des Allemands, et dans le même temps, on leur résiste. Sans même réaliser la contradiction. Une sorte de pensée double, de schizophrénie. Autre exemple, dans le Jura, avec Victor Barbe, le douanier, celui qui avait filmé l'arrivée des Allemands en 1940. Il est maintenant leur traducteur, une sorte d'intermédiaire avec les habitants. Avec sa femme, il les fréquente. Surtout le soldat Bauer, qu'il continuera de voir après la guerre. Cela ne l'empêche pas de filmer une scène anti-allemande, malgré l'interdiction. Ce jour-là, des inconnus ont jeté des clous sur la route pour crever les pneus des Allemands. Et les habitants sont réquisitionnés. La séance vire à la rigolade. On écarte les clous, mais pour mieux les remettre au centre. Un ballet qui se termine par une parodie de revue militaire, quand un faux Allemand est salué par une armée de balayeurs. Befehlsstand der 1. Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
Bientôt 4 ans de guerre. Pour les Allemands, le bonheur d'être en France n'est plus qu'un vieux souvenir. De Bretagne, Klaus Kendler écrit à ses parents, à Berlin. Je commence à en avoir assez. J'en ai déjà vu tellement. Mes plus belles années s'en vont. J'en ai marre de la France. À part Paris. Le plus terrible, c'est qu'on n'en voit pas la fin. Dans 4 jours, j'aurai 22 ans. J'arrive pas à y croire. L'année dernière, j'étais en Russie. Maintenant, je suis en France. Et l'année prochaine, je serai où? Je prenais des années. La fin de la guerre n'était pas en vue. Et il était clair que cela ne se terminerait pas bien. Il y avait eu Stalingrad et après l'Afrique du Nord. Et on se disait que ça se terminerait par une catastrophe. Ceux qui pensaient encore réellement pouvoir gagner la guerre étaient des fantaisistes. Je reçois à mon travail un énorme bouquet de fleurs. Et en sortant du travail, ne sachant pas qui m'avait envoyé les fleurs, j'ai un Allemand en uniforme qui me suit. Et son bruit de bottes derrière, là, là, les bruits de bottes, c'est terrible, je les ai encore dans les oreilles. Et bref, cet Allemand m'a suivi jusqu'à la gare Saint-Lazare, en pleurant, me disant qu'il voulait parler à une femme avant de mourir. Il partait sur le front russe. Donc je lui ai parlé, mais très mal, parce que j'étais très fâchée contre les Allemands, parce que j'ai dit, on n'a rien à manger, vous nous avez privé de tout, mon frère a été arrêté par la Gestapo, enfin, etc., etc. Et là, il m'a ouvert son portefeuille, il m'a donné tous ses tickets. Et puis je l'ai quitté là, comme ça, je l'ai laissé sur le trottoir en pleurant, il pleurait. Et maintenant, ça hante ma mémoire, parce que je dis, cet homme, il est sûrement mort tout de suite, tellement il avait peur de mourir. Et puis, si ça se trouve, il était très gentil, la preuve. Il voulait parler à une femme avant de mourir. C'est pas méchant, ça. Hein? « 1944. La France redevient un théâtre de guerre. Le territoire est bombardé par l'aviation alliée, avec une extrême violence. En Normandie, près d'Évreux, Huguette et Jean-Yves Le Bihan, ceux qui filmaient les files d'attente devant les magasins, échappent plusieurs fois à la mort. Une peur incroyable. Ce que c'est qu'un bombardement, c'est affreux. Après, on s'est dit, les Américains, ils tapent loin. Parce que ils avaient détruit beaucoup de maisons d'Évreux. Il y avait eu un gros bombardement à Évreux aussi. 220 morts. Ah oui. Ils n'avaient pas le choix. Il fallait débarrasser les Allemands parce que à la fin dans cette période-là, les Allemands devenaient tellement agressifs, on savait qu'il fallait que ça se termine, ça ne pouvait pas durer, quitte à payer le prix. Pour se débarrasser des Allemands, il n'y avait pas tellement de solutions. Non, c'est sûr. Il y a toujours des pots cassés dans ce genre de guerre terrible. Les bombardements alliés font 60 000 morts, plus que les bombardements allemands en 1940.
les Allemands tentent d'en tirer profit en assistant aux obsèques des victimes et en compatissant, comme ici en Belgique. Leur propagande pourtant ne parvient pas à faire oublier les atrocités commises par leurs propres troupes. Les SS puisent maintenant dans les effectifs de l'armée régulière, la Wehrmacht, et mènent une répression féroce contre les résistants, sans épargner les populations. Le dernier Allemand avec lequel j'ai parlé, c'était un Waffen-SS. Et naturellement, la question qu'il m'a posée, si je savais où il y avait des terroristes. Il ne les appelait pas des résistants, bien sûr. Vous vous rendez compte? On demandait ça à une jeune Française. Mais enfin bon, les Waffen-SS circulaient devant rien. Alors que s'annonce leur défaite, les Allemands cessent de filmer la France. Aucune image des milliers de Juifs qui continuent à être déportés vers l'Est. Très peu de photos des centaines de massacres comme celui-ci, commis à Lantilly, en Bourgogne, quelques jours avant le débarquement. La plupart des films de l'été 1944 sont tournés par des Français, pour témoigner de la manière dont les Allemands traitent désormais la France. Comme ici, à Dortan, dans le Jura, où Raymond Rouleau filme un poteau de torture. Une fosse commune. Et le village, entièrement brûlé. Les Allemands sont venus par la route et se sont mis à brûler, à massacrer les populations, à brûler les villages. Les gens des villages avaient fui dans la forêt craignant les Allemands et les Allemands ont organisé un ratissage des forêts et ils considéraient que tous les gens qui se trouvaient en dehors des villages étaient des résistants. Donc ils les ont déportés, certains torturés, enfin ça a été très sanglant. À ce moment-là, on a vraiment eu peur d'eux. Hein. On a dit c'est pas vrai, mais on ne comprenait pas. On n'arrivait pas à comprendre qu'on avait vu des hommes qui étaient comme nous, et puis après c'était des sauvages. Bon, ils sentaient qu'ils allaient perdre la guerre, d'accord, mais c'était vraiment des sauvages. On a eu à cette époque-là une autre idée de l'armée allemande, qui n'était plus l'armée superbe et bien organisée, c'était une espèce de débandade douteuse, et on était en même temps consterné de voir ces gens-là qui se comportaient comme des brutes, mais en même temps rassuré, parce qu'on se disait avec ces gens-là, l'armée n'ira pas bien loin. À partir du 6 juin 1944, date du débarquement des Alliés en Normandie, le rapport de force s'inverse. Et les Allemands, sous les yeux des Français, entament leur retraite. Quand le front s'est effondré en Normandie, ça a été très vite. Les unités principales étaient battues, c'était une fuite terrible. Mais on portait cet uniforme. Et déserter, cela signifiait être mis devant un mur. Qui voulait cela? On nous avait donné des armes, des véhicules, et on était encore fiers de notre unité et de nos tirs d'artillerie. Avant de partir, Heinz Heit a tout juste le temps de dire adieu à son amie française, Viviane. Elle était à la fenêtre et moi j'étais dans la rue. Elle n'est pas sortie, elle est restée dans l'appartement.
Nous avons juste échangé quelques phrases. Elle a dit « Danke nicht », ce que je n'ai pas compris au départ. Cela voulait dire en allemand « pense à moi » avec l'accent français. Ce sont les seuls mots en allemand qu'elle m'ait jamais dit. Rien de spectaculaire donc. D'un côté, la peur dans la nuque, de l'autre côté, une belle amitié qui touche à sa fin. On se sentait aussi décalé que possible. Depuis sa fenêtre, Huguette Le Bihan filme la retraite. Moi, je me souviens d'Allemands qui cherchaient des moyens de locomotion, des bicyclettes même, pour partir. Parce qu'ils avaient peur, et les Américains arrivaient. Ils partaient avec tout ce qu'ils trouvaient, comme voiture, comme vélo. J'ai même vu un Allemand à cheval, comme on voit dans le film de Le jour le plus long, là. Lamentable. Ils prenaient n'importe quoi pour se sauver. Eux aussi. Hein? C'était leur exode, là. Pendant un trimestre, j'ai eu la diarrhée jusqu'à n'en plus pouvoir. Tellement j'avais peur. Tous ces sifflements dans l'air, la totale supériorité des Américains dans le ciel. On se disait juste combien de temps ça va durer encore. On allait presque jusqu'à les plaindre, parce qu'on se disait, ben, voyez, ils ont une drôle de gueule maintenant. Là, ça faisait une sacrée différence. Hein. On se disait, ben voyez, ça vous arrive, nous aussi. Hein. Ça leur faisait pas de mal, à part à l'orgueil et à leur dignité du grand Reich. Puis après, on a eu les GI. Le GI, le contre-modèle. En Normandie, Huguette et Jean-Yves Le Bihan se ruent avec leurs caméras au devant des premiers Américains. Je lui ai demandé où ils allaient. Where are you going? Et ils m'ont répondu que bon, bah, ils allaient vers l'est de la France, rapidement, quickly. Et voilà. L'histoire d'un peuple qui tente de renouer avec son destin. À Paris, sans attendre les Alliés, les habitants se soulèvent. Parmi eux se trouve l'Allemand Hans Eisel. On se lève le matin, on sort, et on voit partout des affiches. Français, Parisiens, prenez les armes. Libérons notre ville. C'était peut-être un peu comme lors de la Grande Révolution française. Dans les rues, il y avait des hommes, des femmes, des enfants qui construisaient des barricades avec un de ces enthousiasmes. Plus aucun Allemand n'osait traverser la ville. Mais ils avaient des chars partout. J'en ai vu un entrer dans une rue. Et les habitants ont tiré des cocktails Molotov de la fenêtre et du toit sur le char. Jusqu'à ce qu'ils prennent feu. L'histoire d'une humiliation qui, une nouvelle fois, change de camp. C'était pas possible de faire une sortie pire que celle-ci. C'était l'heure zéro.
Je me suis senti comme un perdant. Oui, j'ai perdu la guerre. Moi, personnellement, j'ai perdu la guerre en étant fait prisonnier. Alors ça, les prisonniers allemands, j'en ai vu à la gare du Nord, pour le coup, sortir les mains sur la tête. C'était les FFI qui les avaient délogés, les mains sur la tête, et tout le monde leur crachait dessus. Ils étaient pleins de crachats, c'était quelque chose aussi d'horrible. Ça m'a choqué terriblement, malgré que ce soit nos ennemis. Je ne pense pas que j'aurais fait ça. Comprennent-ils ce qui leur arrive? Pas toujours. L'un de ces Allemands qui viennent d'être arrêtés s'appelle Walter Dreisner. Pendant des mois, il a photographié la France, telle que les Allemands la fantasmaient. Apolitique et sensuelle. Ces dernières photos datent de juillet 1944, à la piscine de Ligny, avec son amie française. Il écrit dans son journal: On est poussé par les Noirs de la division Leclerc. Une vague d'insultes pleut sur nous. Rue de Rivoli, celui qui me précède reçoit un coup de poing sous le menton et tombe. Un Français soulève un vélo et le jette sur nous qui sommes sans défense. Il se venge de choses dont beaucoup d'entre nous sont innocents. À Paris, personne ne traiterait ainsi un animal. Non, pour moi, ce ne sont pas des camarades. Ceux qui se battent pour les nazis ne sont pas des camarades. Bien sûr qu'il faut les emmener. Et il faut les traiter comme des criminels. Ils sont responsables de tout ça. Je peux regretter qu'ils aillent en captivité, mais ils ont déjà la chance d'avoir la vie sauve. Oui, c'était très humiliant. Et d'ailleurs, c'était compréhensible qu'on nous traite de cette façon. Même si injustement, on a dit « peuple allemand égale nazi », ce qui n'était pas vrai pour la plupart. Ah bah, de voir les Allemands comme ça dans la déconfiture, je vous assure que c'était vraiment consolant. Oui. De beaucoup de choses. Ah oui. La revanche, quoi. Pour nous, la France, en 1945, n'était pas vainqueur. Elle faisait partie des vainqueurs, car elle s'était mise de leur côté. Mais la guerre en France, ce sont les Américains qui l'ont gagnée, n'est-ce pas? Ainsi se termine vraiment la guerre. Et avec elle, une hostilité séculaire entre la France et l'Allemagne. Dans la joie, celle de tous ceux qui ont survécu miraculeusement au nazisme, comme le jeune Léon Sidlecki, ou la famille Bois, ces juifs alsaciens qui sortent de leur cachette pour accueillir les Alliés, avec leur petite fille née sous l'occupation allemande. Dans l'amertume aussi, pour les Français,
d'avoir en grande partie été libéré par d'autres. Et à défaut d'avoir gagné la guerre, d'avoir parfois perdu son âme. Quatre ans après la défaite de 1940, le nazisme est vaincu et la paix durable va s'installer entre les deux pays. Qui aurait imaginé, à l'époque, que ces humiliations en chaîne, 70 ans plus tard, seraient enfin effacées ?